cette idée que, en soi, différencier, on l'entend partout. On vous demande de différencier. C'est même une évidence, mais une évidence qui est effectivement très compliquée, parce qu'il n'y a rien de plus compliqué que de différencier. D'où mon idée à moi, c'était effectivement d'être dans cette certitude que la pédagogie, c'est l'excellence des choses simples, et de revenir au bon sens des choses, et au bon sens et au sens tout court. D'où cette idée non pas d'une méthode, effectivement, euh, une méthode qui crée cette illusion d'une dépendance à la recette extérieure à nous. Or, je reste persuadé, et c'est une conviction qui est de plus en plus chevillée à mon corps d'ancien enseignant, celle que la première des richesses, en pédagogie d'abord, mais aussi humaine, effectivement, c'est vous. Moi, ma démarche, en tant que formateur, en tant qu'inspecteur aussi, c'est une véritable invitation à oser enseigner autrement, à oser émerveiller vos enfants, nos enfants, mais pour émerveiller nos enfants, il faut d'abord que vous vous émerveillez vous-même. Donc, la démarche que je propose, c'est véritablement de pouvoir s'autoriser à oser, à, à s'enthousiasmer pour un métier qui est à la fois complexe, mais d'une richesse extraordinaire. Et la meilleure des récompenses, c'est le sourire des enfants. D'où pourquoi je suis rentré dans la différenciation. Euh, c'est lié à une histoire personnelle, en fait. Une histoire qui est d'abord née d'un enseignant en seconde. Cet enseignant en seconde que j'avais aux allures de Trifon Tournesol nous a mimé l'évolution de l'homme depuis Lucie, parce que l'homme de Toumaï n'était pas encore connu à l'époque, c'est pas si lointain pourtant, et il nous a mimé, nous élèves, du haut de son estrade, en bois, l'évolution de l'homme. Et je garde encore en souvenir cette séance-là, extraordinaire, sauf qu'avec du recul, je me suis rendu compte que c'est la seule chose que je garde de toute mon année de seconde en histoire. Et en interrogeant tel ou tel voisin, tel ou tel camarade, je me suis rendu compte que eux, ils avaient retenu autre chose. Ça veut dire que très clairement, nous n'avons pas les mêmes besoins. Donc, on ne peut pas se permettre d'imaginer qu'on va répondre, on va livrer cette même soupe pédagogique à tout le monde. L'autre élément aussi qui m'a fait venir vers la différenciation, c'est ma difficulté en tant qu'élève à trouver ma place dans l'école. Et je suis éminemment convaincu là aussi qu'un enfant qui ne tient pas en place est un enfant à qui on n'a pas donné sa juste place, donc à qui on n'a pas répondu aux besoins. Et l'autre enjeu justement de la différenciation, c'est pouvoir aider chaque enfant à trouver sa place dans l'école pour éviter des situations d'enfants en déshérence, en, en mésestime d'eux-mêmes, parce qu'ils imaginent qu'ils n'ont pas leur place à l'école. D'où l'idée que la différenciation est effectivement un enjeu essentiel. Un enjeu essentiel, euh, et je fais écho à Einstein qui pose cette phrase qui dit tout, hein. Tout le monde est un génie, certes. Si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Et donc l'idée de la différenciation, ça n'est pas une simple démarche parmi tant d'autres, non, c'est une véritable nécessité. Différencier, c'est aussi faire le constat de pratique euh, que j'ai pu expérimenter en classe, en tant que formateur aussi à l'IUFM. Or, des pratiques où, certes, on fait le constat qu'on est tous différents, mais qu'en termes de pratique, on a un peu souvent les mêmes pratiques. Euh, Là, si je vous propose de résoudre ces calculs mathématiques,
Certains, certaines vont d'emblée se dire « oui, je me sens en capacité ». D'autres vont baisser la tête honteusement en disant « bah non, non, ça fait loin, peut-être que je n'ai jamais réussi ». Et la différence, c'est cette idée que quand même la différence entre le prof et l'élève, c'est que le prof, l'enseignant, l'instit, et j'utilise volontiers le terme d'instit parce que c'est très affectueux, c'est que l'enseignant sait aller chercher, quoi chercher, où chercher, comment analyser, synthétiser, critiquer une information qu'il a récupérée la veille. Donc les enseignants là qui se disent moi ça j'y arrive tout de suite parce que j'ai gardé en mémoire le processus d'identité remarquable, des règles d'identité remarquable, et d'autres se disent je ne m'en rappelle pas mais je sais où aller chercher. Et puis d'autres encore qui disent non, de toute façon, je n'ai jamais su, parce que c'est génétique, dans la famille, mes parents, mes grands-parents, même le chien ont des difficultés en mathématiques, donc de toute façon, je n'ai jamais mis de sens aux choses. Donc là, ces enseignants-là ne vont pas aller chercher une information parce que d'emblée, ça ne fait pas sens. Donc on a tous des besoins différents. Et quelle réponse à ces besoins différents on apporte, chacun, chacune? Eh bien, ça participe soit de l'aide individualisée, on va accompagner, étayer, c'est le mot qu'on utilise souvent, accompagner un, deux, trois élèves. Mais pendant qu'on accompagne un ou deux, trois élèves dans la classe, ben les autres, qu'est-ce qu'on en fait? D'où l'idée de multiplier des exercices pour en faire en sorte que vous ayez du temps pour vous occuper des 2, 3, 4 élèves qui ont besoin d'un accompagnement individualisé. Autre élément, c'est la graduation des attentes. Enfin, on ne va pas demander les mêmes choses aux élèves. Et puis, dernière chose, la graduation des exercices. Le problème, c'est que là, quand on pense et quand j'évoque avec les enseignants l'idée de la différenciation, c'est important de différencier, il n'y a qu'à différencier, il faut différencier. La réponse qui m'est apportée, et de manière complètement légitime, c'est bah oui, mais c'est bien joli ce que vous nous dites là. Mais sauf que je ne peux pas, j'ai 25, 28, 30 élèves, je ne peux pas m'occuper de chacun. Donc, au final, différencier, c'est impossible. Et moi, ma réponse, elle est très claire aussi. Oui, différencier quand on pense individualisation, c'est impossible. En tout cas, moi, je ne sais pas faire. Et s'il y a un élément qui me semble vraiment important, et c'est un principe pour moi, cette idée que je ne demanderai jamais à qui que ce soit de faire ce que moi, je ne suis pas capable de faire. Donc moi, très clairement, différencier par l'individualisation, je ne sais pas faire. Donc, si ça ne fonctionne pas, comment faire en sorte de trouver des pistes, des éléments qui font que on fasse un pas de côté, on s'autorise à faire un pas de côté pour pouvoir se dire ben non, différencier par l'individualisation, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour que ça puisse fonctionner? Est-ce que je peux changer mon regard? Est-ce que je peux faire un pas de côté pour me dire ça n'est pas possible? J'ai cité Einstein tout à l'heure, il a une autre formule que je trouve très intéressante, cette idée que si on imagine de mettre plus de la même chose, en imaginant justement que ça va donner des résultats différents, Einstein dit ça c'est la définition de la folie. Donc, et la grosse difficulté, parce que ça n'est pas simple, c'est comment j'arrive à changer mon homo pedagogicus habitus, qui sommeille en moi, pour pouvoir proposer quelque chose d'autre, à la fois simple, qui fasse sens, et au final, la cerise sur le gâteau, qui vous fait travailler moins. Donc c'est la démarche que j'ai voulu, moi, expérimenter. Donc j'ai mis toutes les pratiques de différenciation dans une centrifugeuse pour en sortir l'essence même, la quintessence même de la simplicité, voire de l'évidence. Mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est que faire simple, penser simple, ben, ça n'est pas aussi simple que ça. Donc,
Premier obstacle, parce que différencier en classe montre des obstacles. Bien, le premier obstacle que j'évoquais tout à l'heure, c'est cette idée de prendre en charge tous les élèves. Comment je peux accompagner chaque élève, tous les élèves d'une classe? Or, quand on pense différenciation, on accompagne les 2, 3, 4. Ces élèves identifiés à besoins ou particuliers, dits fragiles, autres. Oui, mais il n'empêche, les autres élèves, et notamment ce qu'on appelle, et je le mets vraiment entre guillemets, mais le terme, on l'entend souvent, ce ventre mou de la classe, c'est-à-dire ces élèves où il suffit peu de choses pour qu'ils soient en réussite, et il suffit aussi de peu de choses pour qu'ils soient en réelle difficulté. Donc cela, comment on peut les prendre aussi en charge? Et puis les élèves qui réussissent. Cela aussi, hein, j'évoquais tout à l'heure qu'un enfant qui ne tient pas en place est un enfant à qui on n'a pas donné sa place. Ces élèves-là, si on ne répond pas à leurs besoins, effectivement, eux aussi ont du mal à tenir en place. Par rapport à ça, l'autre obstacle aussi, c'est celui de multiplier les séances dans une même séance. Le fait ici de... Je vais peut-être monter le son moi aussi. Je lisais là, pardon, en même temps des éléments. Voilà, j'espère que c'est meilleur au niveau du son. L'autre obstacle aussi en termes de différenciation, c'est cette idée de multiplier les séances en une. Parce que si on a la vocation à répondre à chaque élève, on a 25 élèves dans une classe, 26 ou plus, moins parfois, il n'empêche que l'idée pour répondre de manière individualisée à tous les enfants, c'est de multiplier les séances en une. Et la difficulté, elle est, et on le voit notamment pour ce qui est des intelligences multiples, qui est une démarche de Gardner qui est très intéressante, je trouve très intéressante, avec cette difficulté quand même, et l'expérience me le montre, que à minima 8 intelligences, ça voudrait dire développer dans une même séance 8 séances. Or, l'expérience me montre que quand des enseignants, des enseignantes développent ces intelligences multiples, souvent, ça n'est pas dans une séance ordinaire habituelle, mais plutôt dans un temps d'atelier, hors séance habituelle, qui mobilise, allez, souvent 3 intelligences, parce que ça veut dire multiplier 3 séances en une. Donc, imaginez qu'on puisse multiplier à foison et à envie un maximum de séances dans une même séance. Allez, vous allez le faire peut-être une fois, peut-être deux, mais vous n'allez pas le multiplier et dans toutes les séances et dans tous les domaines d'enseignement. Donc, comment franchir ce deuxième obstacle de multiplier les séances dans une même séance? Donc, l'autre élément, effectivement, c'est, puisqu'on a posé que différencier par l'individualisation, ce n'est pas possible, pensons peut-être, c'est là où je suis allé voir autrement, personnaliser. Non plus différencier par l'individualisation, mais différencier par la personnalisation. Alors, la différence, est-ce qu'elle est ténue? On peut légitimement s'interroger et se poser la question. Bon, ben moi, quand j'ai un doute, je vais chercher là où il y a la réponse, à savoir dans les dictionnaires. Et dans le dictionnaire, le petit dico, que nous dit le petit dico, a individualisé, il nous dit considérer individuellement en faisant abstraction de l'espèce. Bon, parfois, ça questionne aussi les définitions d'un dictionnaire, où je l'ai découvert d'ailleurs à cette occasion, pour répondre à une définition, on utilise le même terme. Parfois, je ne suis pas sûr que ça soit toujours très éclairant. Et personnaliser, donc donner un caractère unique à quelque chose dans le groupe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en soi, si on pense individualisation, on va sortir l'enfant du groupe et puis on va raisonner niveau. Et il est là le problème, on va raisonner niveau individuel. Or, le pas de côté à faire
qui me paraît nécessaire dans le cadre d'une différenciation, c'est justement ne plus raisonner niveau, niveau d'ailleurs artificiel. Hein. Euh, vous le voyez bien dans vos classes, on a maintenant des enfants de CE1 qui ont des besoins d'enfants de CM1, des enfants de CM1 qui ont des besoins d'enfants de CE1. J'entends besoins d'apprentissage, hein, besoins cognitifs. Donc, différencier, c'est d'abord pour moi une invitation à enlever les cloisons artificielles de niveau, d'âge, qui ne disent plus les besoins. Donc, faisons en sorte d'enlever l'idée de niveau pour vraiment raisonner besoin et besoin d'apprentissage. Alors derrière les besoins d'apprentissage, vous voyez, on touche un terme là, apprentissage. Est-ce qu'on s'est questionné quand même sur l'élément même qui est celui de l'apprentissage? Je vais juste vous inviter pendant quelques secondes, en toute tranquillité et en toute intimité avec vous-même, à vous donner une définition en une ligne de ce qu'est apprendre. Pour vous, tiens, qu'est-ce que c'est qu'apprendre? Et là, lâchez votre cerveau reptilien qui a tendance à être dans la peur du jugement, la peur de qu'est-ce qu'on attend de moi, qu'est-ce qu'on va penser de moi. De toute façon, c'est vous avec vous-même, là. Donc, globalement, et moi le premier, je commence à peu près à m'entendre avec moi-même. Donc, c'est juste une invitation à faire un voyage de vous à vous. Donc, voilà, je vous ai laissé ce petit temps-là et volontairement, je vous ai parlé pour vous empêcher pour déconnecter un petit peu votre cerveau, votre néocortex préfrontal, hein, celui du raisonnement, de l'analyse, du langage, pour juste aller chercher plutôt du côté de votre cœur et de votre définition de ce qui vient. Moi, je vous livre la mienne. C'est la mienne, hein. Elle n'a pas vocation à être un modèle hein, de quoi que ce soit. De toute façon, vraiment, je vous invite, et j'ai toujours invité, moi, les enseignants, à se méfier des personnes qui arrivent en étant détenteurs d'une vérité pédagogique. Donc, je lis quelques-unes de vos définitions, et je vous en remercie. Voilà, moi, je vous livre la mienne. Pour moi, apprendre, c'est mesurer l'écart entre mes représentations ou les représentations, et puis le savoir institué, le savoir partagé. Bon, ça, c'est ma proposition. Mais cette proposition, pour moi, a guidé ensuite, de manière simple, la démarche de différenciation, que j'ai déclinée en plusieurs étapes. 4 étapes, mais la première étape, justement, c'est celle de, puisque la définition, c'est permettre de mesurer l'écart entre mes représentations et le savoir partagé et institué, institutionnalisé, faisons juste une petite expérience. Que la montagne est belle, au fait, c'est quoi pour vous une montagne? Parce que ça, c'est quelque chose de connu. Et pour autant, je vous présente trois représentations. D'après vous, laquelle est une montagne? Bon, là aussi, je vous laisse réfléchir quelques secondes avec cette inquiétude de dire quelle va être la bonne réponse. Et après, l'idée, c'est de définir pour vous, tiens, mais au juste, c'est quoi une montagne? Fouillez vos zones d'ombre en vous disant, en toute tranquillité, en toute honnêteté, ouais, mais qu'est-ce qui fait qu'une montagne est montagne? Et puis, de pouvoir dire que la montagne, il faut quoi? Une pente, ça c'est le langage social. Le langage plus scientifique, ça s'appelle une dénivellation. Et une hauteur qu'on va appeler l'altitude. Si je pars de ce concept-là, bon, ben vous voyez bien que les 3 représentations sont des montagnes. Sauf qu'on va pouvoir ensuite travailler à partir de ce concept, pouvoir définir la montagne de gauche, forte altitude et forte pente ou dénivellation. Donc c'est une montagne jeune de type hercynien. La deuxième, c'est plutôt une colline, et la troisième, c'est haut, c'est plat, c'est un plateau. Mais les 3 sont des montagnes. Donc vous voyez, chacun de nous, adultes, nous en premier, et les enfants ont tous effectivement des représentations qu'on ne peut pas forcément imaginer. Et là, je vous en présente une autre.
représentation d'élèves, émergence de représentation que j'avais réalisée auprès de CM1. D'après vous, quelle est la consigne passée pour faire émerger ces représentations d'élèves? Donc, je vous laisse là quelques secondes. La consigne, c'était Louis XIV et Versailles. Ça veut dire que, très clairement, quand l'enseignant explique, mais qu'il n'a pas fait le point sur les représentations des élèves, et qu'il raconte Versailles, pour certains élèves, Versailles, ils vont l'imaginer comme un château fort. D'autres avec la herse où on balance des prisonniers. Bon, donc l'enjeu dans l'histoire, c'est qu'il est effectivement important de faire émerger les représentations pour pouvoir ensuite identifier au mieux les besoins et de ces besoins de pouvoir y répondre dans une démarche de différenciation qui passe par la personnalisation, c'est-à-dire répondre aux besoins de chaque élève sans avoir besoin d'être physiquement avec chacun. Donc, en termes de démarche, les 4 phases d'apprentissage, je vais rapidement. Première étape, émergence des représentations. Puis ensuite, une fois ces représentations, ces démarches faites, et ces représentations, on les fait en amont d'une séance, pas le matin même de la séance et à la volée de demander telle ou telle représentation à tel ou tel élève. Puisque l'enjeu d'émergence des représentations, c'est permettre d'identifier en amont les besoins des élèves pour mieux y répondre, mieux préparer la séance qui va mieux y répondre. Et ça vous aide en même temps à choisir, parce que le métier d'enseignante, la grande difficulté, c'est de choisir parmi la multitude ou la foultitude d'informations. Donc, manipulation, recherche pour construire le sens, institutionnalisation, formalisation aussi des savoirs, ensuite. Donc, manipulation, recherche pour construire le sens. On propose une situation qui fait écho au vécu des enfants et qui propose, c'est le lieu de la situation problème, mais un problème qui est facilement, qui fait véritablement, qui parle aux enfants. Parce que dans les deux dimensions de l'apprentissage, on pense toujours au plaisir d'apprendre, et il est essentiel, mais il n'est pas suffisant pour apprendre. Il faut aussi créer le besoin d'apprendre. Et une fois qu'on les a mis en situation de manipulation la plus corporelle qui soit, d'ailleurs, on va pouvoir institutionnaliser, et là c'est votre rôle d'enseignant, de pouvoir dire, voilà, ce qu'on a manipulé, ça s'appelle comme ça. Et c'est vous qui posez les termes, les savoirs précis. Et on en garde trace dans le cadre d'une formalisation sur une trace écrite particulière. Et puis, dernière étape, c'est le réinvestissement qui renvoie effectivement à l'idée de est-ce que l'enfant il a compris? D'où, du côté de l'élève, si je me situe du côté de l'élève, ce que l'élève croit savoir, ce que l'élève expérimente, ce que l'élève valide, et effectivement, ce que l'élève a compris. On est sur de l'évaluation formative. Par rapport à ça, dans une séance type, et voyez, moi, la question que je me pose toujours, je n'ai pas beaucoup de questions à me poser, mais une question qui m'aide en fait à identifier, à apprécier la pertinence de mes choix, me pose moi toujours cette question avant de préparer une séance. Celle-ci qu'aura appris chaque élève à la fin de la séance qu'il ne savait déjà. Et donc ensuite, je pose effectivement les 4 temps, donc l'émergence de représentation en amont de la séance, puis ensuite les 3 autres temps sur une même séance. Et on a souvent tendance à remettre à plus tard qui le réinvestissement ou l'évaluation formative, qui la formalisation des savoirs. Or, et dans le processus cognitif, pour que le processus d'apprentissage soit vraiment clos, il faut mobiliser ces 3 temps dans une même séance. D'où la nécessité de ne pas multiplier les objectifs. Un seul objectif, mais que cet objectif soit pleinement abouti. Le problème dans ce type de séance, c'est que puisqu'on pose les étapes clés du processus d'apprentissage, les 3, la manipulation, institutionnalisation, réinvestissement, de manière successive, on oblige des enfants à passer par les 3 étapes alors qu'ils n'ont pas forcément le besoin de passer par ces 3 étapes.
c'est aussi la limite des ateliers tournants en maternelle, où on oblige les enfants à passer par tous les ateliers alors qu'ils n'en ont pas besoin. Et on se retrouve avec des enfants qui, au bout de 30 secondes, ont terminé un atelier et qui, eux, ont le droit d'aller ou jouer ou autre, pendant que tel élève en difficulté, lui, doit être avec l'enseignant, l'enseignante, et regarde avidement ses camarades profiter des jeux ou d'un coloriage ou autre. Donc, moi, la démarche que je propose, c'est non pas de poser ces 3 temps de manière successive, mais ces 3 temps de manière simultanée. Alors, la démarche de parcours de talent, puisque c'est cette démarche, au départ, je l'avais intitulée les parcours de compétences. Et puis, pour faire écho à nos cousins canadiens, québécois, eux, la compétence, ils l'intitulent habileté. Et moi, je trouvais que le terme talent, justement, fait écho à ce que j'évoquais tout à l'heure. En amorce cette idée que on a tous des talents, les élèves ont tous des talents, et que la première des richesses, je répète, en pédagogie, mais en humain aussi, c'est vous, c'est eux, et l'idée, c'est d'être dans une valorisation des talents, la reconnaissance des talents de chacun, parce qu'on en a tous en fonction de nos besoins. Donc, le premier temps, c'est de pouvoir poser cette émergence de représentation, cette évaluation diagnostique, pour permettre d'identifier les besoins. Pour qu'ensuite, on décline ces besoins en 3 parcours. Dans une même séance, 3 besoins, 3 parcours qui sont posés de manière simultanée sur une même séance. La difficulté, c'est de pouvoir identifier les besoins. Et vous voyez, là, je ne raisonne plus que besoin, je ne raisonne même plus niveau. D'après vous, quel est le besoin de cet élève-là? Vous voyez, donc, on travaillait sur les contraires, possible, pas possible. Bon, ben, le besoin pour cet élève-là, manifestement, c'est de comprendre. Il n'a pas de construire le sens, il n'a pas compris effectivement les choses. Donc, on est sur le besoin, et le besoin qu'on va pouvoir traduire en une stratégie, et c'est vrai qu'on a parfois tendance à confondre besoin et stratégie, c'est-à-dire on raisonne tout de suite activité avant d'identifier le besoin. Moi, j'invite véritablement à identifier le besoin pour ensuite raisonner stratégie, support, outils, manuels, etc. Donc, la stratégie ici, pour comprendre et construire le sens, ça va être une démarche de manipulation, la plus corporelle qui soit, en écho à des situations qui font justement écho au vécu des enfants. Donc ça, c'est le premier besoin, décliné en un premier parcours. Deuxième besoin, voilà une autre production d'élèves. Bon, là, manifestement, on voit quoi? Il y a quelques éléments où il a compris, parce qu'il réussit. Donc son besoin à lui, manifestement, ça n'est pas de comprendre. Mais par contre, il continue de faire plusieurs erreurs. Donc, son besoin à lui, ça va être quoi? Ça va être effectivement d'ancrer les notions. Comment? Par quelle stratégie? Eh bien, c'est l'automatisme de l'entraînement. Là, l'enfant va avoir besoin de s'entraîner, qui sur une succession d'exercices qu'on peut trouver partout. Et puis le dernier besoin, et pas le plus simple de mon point de vue, voilà, je vous présente une production d'élèves en géométrie, c'était sur des droites parallèles. Et il a très bien compris. Et à la dernière question de l'enseignant, justifie ta réponse par une phrase, voilà ce que l'élève écrit, j'ai pris un crayon et j'ai tracé. Ça veut dire que là, on a des élèves en réussite qui ont compris, ils n'ont plus besoin de construire le sens, qui n'ont pas besoin non plus de s'entraîner pour ancrer les notions, parce que manifestement c'est ancré, mais par contre, qui ont manifestement, et ça c'est le troisième besoin, des difficultés à expliquer comment il fait pour y arriver. Et nombreux sont les élèves qui sont en réussite, mais quand on les interroge sur comment tu as fait pour réussir,
ils sont là véritablement en difficulté. Là aussi, ils sont en difficulté. Donc, le besoin pour ces enfants, c'est de mettre des mots sur leur stratégie de réussite. Quelle stratégie pour ça? C'est eux qui vont être chargés de faire la trace écrite. C'est eux qui vont être chargés de formaliser les savoirs. Dans cette démarche dite de métacognition, bon, moi j'aime bien utiliser le terme de descendre de son vélo pour se regarder pédaler. C'est un peu plus long, mais ça me paraît parfois plus simple. Donc, pour ces élèves-là, leur besoin à eux, en fait, répond à la compétence qui est la plus complexe, qui me paraît être la plus complexe. Et il faut pour le moins toute une scolarité primaire, mais aussi pour le moins toute une scolarité et peut-être toute une vie, je n'en sais rien, mais cette idée de verbaliser, de proposer un discours oral et écrit, structuré, syntaxiquement correct. Et on le voit du côté de nos élèves, quand on propose des situations de grammaire de manière ciblée, globalement, ils y arrivent. Mais dès qu'on leur propose de transférer ces notions de grammaire dans une production écrite, là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, pour ces élèves-là qui n'ont ni besoin de construire le sens, ni besoin de s'entraîner, d'ancrer les notions, on va pouvoir travailler sur la compétence qui est la plus complexe pour eux, c'est cette compétence langagière qui a besoin d'être multipliée. Donc, dans la démarche différenciée en classe, les avantages de ces parcours de talent, c'est à la fois de la présence, parce que votre place, vous, en tant qu'enseignant, enseignante, est clairement identifiée, et je vais vous présenter comment ensuite. Et puis aussi, ces trois parcours ne sont pas complètement figés, ne sont pas hermétiques, c'est-à-dire que dans une même séance, ils vont pouvoir être souples et évolutifs. Alors, je vous présente justement un exemple de séance qui mobilise ces parcours de talent. Parcours 1, on l'a dit, manipuler. Parcours 2, s'entraîner. Parcours 3, formaliser. On est sur des séances globalement de 40 minutes. Après, c'est vraiment très indicatif, hein, les durées. Hein. Ça vous appartiendra. Comment ça fonctionne? Premier temps, l'enseignante est avec les élèves qui ont le plus besoin d'elle, ou de lui, hein, l'enseignant, c'est-à-dire les élèves qui ont besoin de comprendre, de construire le sens. Pendant ce temps, le parcours 2, les élèves sont en autonomie d'entraînement sur fiche, sur outils hein, que vous avez choisi. Et le parcours 3, en collectif, eux sont en train de partager leur stratégie de réussite et tentent de mettre des mots sur leur stratégie de réussite. Après, selon la commande que vous aurez posée, vous, en termes de traces écrites. Au bout de 10 minutes, avec le parcours 1, vous dites à vos enfants du parcours 1, bon ben voilà, on a expérimenté, on a manipulé, j'ai à cœur de voir si vous avez compris. Je vous donne un petit exercice que vous faites seul, individuellement, sans avoir besoin de discuter avec votre voisin, voisine. Et alors, c'est pas la peine d'aller chercher un exercice autre. Vous pouvez leur redonner l'évaluation diagnostique, puisque de toute façon, elle n'avait pas été réussie. Et pendant ce temps, vous allez voir les élèves du parcours 2. Les élèves du parcours 2, où vous allez faire le point avec eux sur... bon, alors ça donne quoi en termes d'exercice? Ah ben dis donc, ouais, super, tu y arrives. Tu fais plus du tout d'erreur. Ok. Bon, ben tu vas pouvoir passer au parcours 3 pour aller expliquer avec les copains-copines comment tu fais pour toujours y arriver. Et d'autres élèves du parcours 2, où vous vous rendez compte, ah, tu continues de faire des erreurs. Je pensais que tu avais compris, mais en fait, tu continues de faire les mêmes erreurs. Donc, ça veut dire que tu n'as pas compris. Et tant que tu n'auras pas compris, bah, tu continueras de faire les mêmes erreurs. Donc, tu vas revenir avec moi. Tu vas venir avec moi au parcours 1 et on va travailler ensemble pour essayer de comprendre les choses. Donc, vous voyez qu'en termes d'approche, des élèves du parcours 2 vont pouvoir aller dans le parcours 3 et d'autres
vont pouvoir revenir dans le parcours 1. Vous leur laissez quelques minutes, le temps de poser les choses, d'accueillir tout ça, et pendant ce temps, vous allez voir le parcours 1, et vous faites un point rapide d'évaluation, puisque de toute façon, l'évaluation diagnostique, elle est courte, pour voir du côté des élèves qui ont manifestement compris, et dans ces cas-là, ils passent au parcours 2 pour s'entraîner, et d'autres qui n'ont toujours pas compris, et qui vont pouvoir rester dans le parcours 1 avec d'autres élèves, où de toute façon, vous allez leur apporter un regard différent, parce que de toute façon, l'approche sera différente, puisque vous leur proposez des situations manipulatoires qui font écho à leur vécu d'enfant. Et à la fin de la séance, les 10 dernières minutes, le groupe 3 qui était en autonomie les 3/4 du temps, là, sur ce temps il va y avoir un temps d'institutionnalisation collective, de mutualisation, où soit c'est l'enseignant qui pose les choses, et notamment en maternelle, soit sont les élèves qui présentent leur démarche. Et comme tous les élèves auront travaillé le même objectif, mais selon des besoins différents, les élèves du parcours 1 ou du parcours 2 vont prendre et profiter des informations proposées par le parcours 3. Donc voilà, je vous dresse de manière très globale et rapide l'organisation, et puis qui va se... Donc vous pouvez identifier très clairement que votre place en tant qu'enseignant, elle est à chaque fois parfaitement identifiée, et à chaque fois, vous posez des temps d'évaluation qui vous permettent d'apprécier le niveau de compréhension des élèves de votre classe. Et les élèves qui étaient dans le parcours 1, qui sont restés dans le parcours 1, ou les élèves du parcours 2 qui sont revenus dans le parcours 1, ceux-là, manifestement, ils ont besoin d'un peu plus de temps que les autres. Et bien là, le temps d'APC peut avoir tout son sens, effectivement. Tout son sens parce que vous allez pouvoir accompagner ces quelques élèves qui ont besoin d'un peu plus de temps, de manière privilégiée, sur ce temps d'APC. Un dernier élément, j'ai aussi fait une proposition d'organisation spatiale, une spatialisation des besoins, dans cette idée que l'organisation de votre classe est aussi le miroir de vos choix pédagogiques. Alors, qu'on soit très clair, ça n'a pas non plus vocation à être modélisant, ni un passage obligé, ni surtout une invitation à jouer les déménageurs permanents. Là, c'est une proposition de matérialisation des 3 parcours, mais on peut rester sur une physionomie de classe habituelle, et ce sont les élèves qui bougent sans avoir besoin de bouger le mobilier. Donc la proposition que je vous fais, c'est une proposition que j'ai expérimentée, bien évidemment. Il y a le coin manipulation, le coin entraînement et le coin formalisation, donc les 3 parcours. Je fais un zoom rapide sur chaque coin. Le coin manipulation, vous voyez, l'idée c'est qu'il n'y a pas de table, parce que c'est pour valoriser la dimension corporelle. Après, dans l'idéal, vous voyez l'idée de chaise, dans l'idéal, un petit peu les chaises à l'américaine avec une petite tablette, ça c'est juste pour le court temps d'évaluation après le temps de manipulation, d'expérimentation. Mais on n'est pas obligé d'être sur cette physionomie-là. Vous pouvez aussi être dans un espace où il n'y a pas de table ou pas de chaise. C'est vraiment une invitation à mobiliser la dimension corporelle de tous les apprentissages. Deuxième coin, le coin le parcours 2, celui de l'automatisation par l'entraînement. Là, effectivement, on est sur des tables et des chaises, dans l'idée même des tables individuelles, mais ça n'a pas d'importance. Bon, ils tournent le dos là au parcours 1 pour ne pas être parasités dans leur attention, mais bon, voilà, ça c'est juste une proposition. Avec à proximité, vous le voyez à droite, le mobilier pour pouvoir recevoir tous les documents, les fiches d'exercice, les cahiers des élèves, etc. Donc ça, c'est une proposition d'organisation du deuxième parcours.
Et une proposition d'organisation du troisième parcours, un peu plus isolé, le parcours 3, où là, vous voyez, on est sur un système de table qui dit le travail en collectif, parce que l'enjeu, c'est d'être vraiment dans le partage des stratégies des uns vis-à-vis des autres. On peut avoir un paperboard, on a les outils informatiques, puisque en termes de traces écrites, on peut être sur une variété de propositions de traces écrites. Je ne rentre pas dans le détail aujourd'hui. Et donc, vous voyez, on est sur trois organisations spatiales qui matérialisent à chaque fois les besoins qui font écho, miroir des besoins, des trois besoins de l'ensemble des élèves. Mais je répète, ça n'est juste qu'une proposition. L'intérêt en soi, c'est ça permet de fixer la posture intellectuelle des élèves dans ces trois parcours. Avec une limite qui me paraît vraiment essentielle, c'est que pour éviter que ces trois parcours deviennent un étiquetage. Cette idée que le parcours 1, c'est fait pour les mauvais élèves, je mets entre guillemets mauvais élèves, bien évidemment, et que le parcours 3, c'est fait pour les bons élèves, et je mets là aussi entre guillemets les bons élèves, parce que les deux termes, pour moi, ne sont pas plus pertinents l'un que l'autre. Donc l'idée en soi, et c'est le sens même des parcours de talent, c'est multiplier mobiliser l'ensemble des domaines d'enseignement. Et je l'évoque dans le livre des expériences d'enfants, le petit Kylian, puisque je répète, certes la démarche est fictive, mais toutes les propositions, les anecdotes sont réelles, elles ont existé, les personnages ont existé, même si les noms ne sont pas les mêmes. Et donc de multiplier l'ensemble des domaines d'enseignement, et notamment en art, en EPS, qui permettent justement de faire en sorte que des élèves qui sont ou en français ou en mathématiques systématiquement ou souvent dans le parcours 1 ou 2 puissent là pouvoir exprimer justement leur palette de talents et pouvoir se retrouver dans le parcours 3 à certains moments pour mieux accepter d'être dans le parcours 1 dans d'autres. Et on va se rendre compte que les élèves en réussite peuvent être aussi dans le parcours 1 sur certaines compétences où justement ils ne sont pas compétents et ça n'est pas grave. Et la dernière chose, c'est que le parcours 3, pour avoir mené souvent l'expérience, est un précieux soutien, support pour les élèves qui sont en grande réussite et qui justement là se retrouvent dans le parcours 3 confrontés à cette difficulté de mettre des mots sur leur stratégie de réussite et qui montrent que la compétence langagière, elle n'est pas aussi bien installée qu'on ne pouvait l'imaginer. Donc voilà, en conclusion, c'est une expérience, moi, que je mène et que je continue de mener et je suis ravi de partager ça avec vous parce que elle a besoin d'être nourrie, cette expérience, et je continuerai toujours de la nourrir, mais je ne perds pas de mon fil conducteur, c'est-à-dire prendre le jeune là où il en est et l'aider à grandir en confiance. Et je pose, j'ai choisi ce dessin en conclusion du sourire de l'enfant d'une part, alors qui montre un très bon résultat, mais parce que, et je vais questionner le A+, bien évidemment, parce que il n'y a pas de différenciation sans évaluation, et l'évaluation est l'autre champ d'expérimentation, je crois depuis toujours, que j'ai développé, et qui va faire l'objet justement d'une autre démarche, qui va faire là aussi l'objet du prochain ouvrage, dans le même esprit d'un roman pédagogique autour de l'évaluation positive. Voilà, en tout cas, je vous remercie de votre attention et je disais quelques mots, j'espère que tout le monde a pu entendre, mais si ce n'est pas le cas, de toute façon, effectivement, la vidéo est enregistrée et j'espère qu'elle vous sera profitable. Je me propose, si vous en êtes d'accord, de répondre à quelques-unes de vos questions. Je n'ai pas pu à la fois
complètement lire tout ce que vous écriviez et en même temps pouvoir y répondre. Donc, je suis prêt effectivement à pouvoir répondre à vos questions. Alors, je me permets de lire en même temps, hein. J'entends bien ces 3 parcours de talent, mais est-ce que les élèves ne vont pas se lasser à être tout le temps dans le même parcours? Je sais bien qu'ils changeront en fonction des compétences visées, pardon, mais j'ai l'impression que certains élèves sont souvent dans le même parcours au final. Bon, ben, ça fait écho effectivement à ce que j'évoquais tout à l'heure, cette difficulté. Alors, si d'emblée les élèves sont toujours dans le même parcours, alors s'ils sont dans le parcours 3, ça veut dire que globalement, on a toujours répondu à leurs besoins. Bon, ça veut dire que peut-être ils sont en capacité de passer à une autre classe, ça je n'en sais rien, mais de même, et on est sur le même problème, euh, des parcours 1 et notamment des parcours 1, effectivement, cette difficulté à imaginer que, enfin, on a des difficultés à mettre du sens à chaque apprentissage. Alors là, il va sans doute falloir questionner le regard que l'enfant a vis-à-vis de l'école, euh, dans la relation à l'école, dans l'image qu'il a de l'école. Maintenant, les expériences que j'ai pu mener m'ont démontré que si on développe et on diffuse, on mobilise vraiment l'ensemble des compétences, et certes les compétences dites sensées et les fondamentaux qui sont essentiels, mais et aussi les compétences dites sensibles des arts ou autres, ça c'est un premier levier. Maintenant, je prends un autre levier, celui des mathématiques notamment. Euh, Souvent, en mathématiques, euh, rares sont les élèves qui ont à la fois des difficultés en numération et des difficultés en géométrie. Mais comme souvent, je ne souhaite pas généraliser parce que chaque cas est un cas d'école et chaque pratique est une pratique d'enseignant, mais dans nos programmations en mathématiques, on a souvent tendance à passer beaucoup de temps d'abord sur la numération et 2 mois ou 3 mois après, on va entamer la géométrie. Bon, ben, pendant 2 ou 3 mois, l'enfant a largement le temps de, s'il est en difficulté en numération, avoir un regard très négatif sur les mathématiques, qui fait qu'ensuite la géométrie, ça peut être un peu plus compliqué. Donc, je crois qu'il faut qu'on soit vraiment vigilant sur l'idée de proposer des objectifs qui balayent vraiment l'ensemble des compétences et qui permettent aussi aux enfants de pouvoir, à un moment ou un autre, se sentir valorisé et pouvoir accomplir pouvoir répondre à son besoin d'accomplissement personnel. D'où l'idée de l'évaluation qui va permettre justement aussi d'identifier finement, tiens, là je vois que tel enfant, et ça avait été le cas pour Kylian notamment, wow, il a l'air d'être super doué en aquarelle. Bon, ben, on va proposer justement des parcours de compétences, des parcours de talent sur des arts plastiques. Et là, ben, le petit Kylian, je peux vous assurer qu'il était dans le parcours 3 et qu'ensuite, le fait d'être dans le parcours 3 lui a permis d'avoir un regard complètement nouveau quand ensuite on lui a proposé parce qu'il a élaboré la trace écrite avec ses camarades. Sauf que lui, il avait de véritables difficultés en production écrite. Donc, il a expliqué avec ses mots comment on faisait pour toujours réussir l'aquarelle. C'est-à-dire, il avait compris que c'était apprivoiser l'eau, l'aquarelle. Et ses camarades ont pris en note. Et la fois d'après, on a fait un parcours de talent sur, par contre, un objectif spécifique de production écrite, euh, en partant de la trace écrite de ses camarades. Et là, au niveau de ses camarades, Kylian, lui, il n'était pas dans le parcours 1, là. Il était dans le parcours 2. Et lui, son travail à lui, c'était d'automatiser ses capacités à copier, à écrire en copiant sans faire d'erreur. Eh bien, je peux vous assurer, il s'est permis le luxe de rajouter des mots au texte initial parce qu'il disait, ouais, mais là, c'est pas suffisamment clair, les choses. Bon, ben, je peux vous assurer une chose, c'est que depuis Kylian, ben, il n'a plus du tout le même regard vis-à-vis de l'école et des apprentissages qui, pour lui, au départ, étaient complètement hermétiques, notamment en français. Alors,
il a encore des difficultés, mais son regard a complètement changé. Et je crois que là, rien que ça, enfin, en tout cas pour moi, ça a été à la fois un souvenir très émouvant et un vrai plaisir de voir ce petit Kylian qui, le sourire irradiait son visage et dire OK, maintenant j'ai une place à l'école et on me reconnaît cette place-là. Je regarde d'autres questions. J'espère répondre après. Dans l'ouvrage, hein, je prends vraiment le temps de poser tout ça et d'expliquer et de prendre le temps d'expliquer tout ça. Je lis, je prends à la volée. Hein, comment entendez-vous le parcours 3 dans une classe de CP ou en maternelle? Alors, bon, j'y passerai sans doute beaucoup de temps là. Je vais juste vous inviter à regarder dans le livre, hein, et non pas que je veuille me défausser des choses, mais euh, où là, je pose notamment des parcours de talent en lecture. Comment développer des parcours de talent en lecture autour d'objectifs de lecture-compréhension. Hein, et j'en pose de manière claire à ce niveau-là. Hein. Et donc, pour vous dire très simplement, vous posez la question en maternelle, la première expérimentation que j'ai pu développer il y a 8 ans maintenant de ces parcours de talent, ça a été d'abord en maternelle. Et la trace écrite, notamment le parcours 3 en maternelle, appuyé qui par l'ATSEM, ou même, et j'ai pu le développer dès la moyenne section et la grande section, à partir de l'outil numérique, à partir de logiciels de capture de son, où ils appuient uniquement sur la flèche et ils s'enregistrent en train de parler et d'échanger dessus. Sinon, c'est en dictée à l'adulte auprès de la SEM notamment. Euh, je peux vous assurer que ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Après, voilà. Moi, mon but, et c'était vraiment le sens de l'ouvrage, c'est je n'ai pas souhaité faire une méthode qui s'impose à vous, mais plutôt livrer un processus où vous allez pouvoir glaner les éléments qui vous parlent, et puis surtout, et j'espère avoir euh, rempli cet objectif, parce que mon objectif premier, je répète, c'est vous inviter à oser, faire en sorte que vous vous sentiez suffisamment tranquille pour vous dire, tiens, allez, j'ose, qu'est-ce que je risque? euh, Du côté des élèves, eux, de mon point de vue, ils ne risquent pas grand-chose, j'ai envie de dire bien au contraire. Et puis vous, cette capacité justement à vous dire, à vous rassurer, à faire ce pas de côté qui est éminemment compliqué, hein, et vraiment, et moi, mon but, c'est juste de vous accompagner en toute tranquillité, en toute sérénité, pour que vous puissiez mettre en œuvre, expérimenter, tâtonner, vous planter, douter, et parce que c'est comme ça qu'on apprend. Hein. Moi, le premier, je continue de douter, et tant que je douterai, c'est bon signe, ça veut dire que je ne suis pas imbu d'une vérité qui, de toute façon, de mon point de vue, n'existe pas. La seule chose pour moi, la seule vérité qui existe, c'est l'épanouissement affectif et intellectuel des enfants. Ce que vous proposez assure cet épanouissement intellectuel et affectif des enfants dans le cadre des programmes, mais un programme dit les choses, le fil conducteur, mais il ne dit surtout pas comment faire pour y arriver. Hein, et c'est votre liberté pédagogique, c'est votre créativité pédagogique. Mais à partir du moment où ce que vous proposez assure cet épanouissement affectif et intellectuel des enfants, de mon point de vue, vous êtes dans le vrai pédagogique. Voilà, je regarde d'autres questions. Alors, sur un multiple niveau complexe, ben justement, l'enjeu, là aussi, c'est une invitation et c'est l'expérience que j'ai pu mener. C'est que si on raisonne cloisonnement artificiel par niveau d'âge, et dans ces cours multiples entre des CP, CE1, CE2, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de multiniveau complexe pour moi, enfin, ou, dans le sens où tout multiniveau peut
peut être effectivement complexe. Et ce qui va être le fil conducteur, c'est certes la compétence. Alors oui, on est dans des cycles différents, et sauf que bon, vous voyez que les cycles changent. Qui dit en fait, euh, qui dit que le cloisonnement que le cloisonnement par niveau d'âge est assez artificiel, puisque, hein, je répète, il y a des élèves de CP qui ont besoin d'élèves qui ont les besoins d'élèves de CE2 et réciproquement. Donc justement, le fait de proposer un objectif commun dans une compétence commune aux 2 ou aux 3 niveaux d'une classe, mais en fonction de besoins différents, alors certes, il y a des chances qu'un maximum de CP soit dans le parcours 1 au départ pour des objectifs qu'ils découvrent. Mais au final, ne présageons de rien, c'est l'évaluation diagnostique qui va vous aider à identifier, à faire vos parcours. Si vous identifiez que, allez, les 3/4 ou les 4/5 de vos élèves ont compris, de mon point de vue, c'est pas la peine de faire la séance. Par contre, si les 3/4 n'ont pas compris, bon bah là, ça vaut le coup de peut-être faire 1 ou 2 séances séparées autour de la construction du sens. Mais ça, c'est la différenciation, c'est l'évaluation diagnostique qui va le définir. Et ça, moi, je ne peux pas présager de quoi que ce soit tant que je n'ai pas fait cette évaluation diagnostique. Et cette évaluation va vous aider à choisir. Euh, donc après, effectivement, pour moi, cette démarche de différenciation est une réponse qui me paraît efficiente, pour là aussi l'avoir expérimenté, hein, une réponse efficiente à ces cours multiples. Ok, en découverte du monde ou en art, mais en lecture, en mathématiques, pas d'objectif commun entre des CP qui découvrent la lecture et les mathématiques. Je vais juste prendre quand même un exemple. Pas d'objectif commun, je ne sais pas, dans le sens où, certes, si je prends en CP l'idée de l'addition, et qu'en CE2, mais en CE2, on va continuer quand même de développer l'addition. Mais comme je le disais tout à l'heure, en CP, il y a des chances qu'effectivement, il y a un maximum d'élèves qui soient dans le parcours 1. Mais il y a peut-être aussi des élèves qui déjà connaissent des additions. Donc c'est l'évaluation diagnostique qui va le définir. Et de surcroît, l'autre intérêt, c'est qu'il peut y avoir, et il y en a, je suis sûr que vous en avez, des élèves de CE2 qui, justement, ont des difficultés en addition. Donc, l'intérêt de ces parcours de talent, c'est qu'aucun enfant ne passera à travers les mailles de ce filet-là. Et ça, c'est vraiment l'enjeu. L'autre élément, et je pense en mathématiques, là pour le cycle 3, on a souvent tendance à attendre le CM2, par exemple, pour développer pas la division, mais les fractions et les décimales. Sauf que c'est un petit peu comme en terminale au bac, je me suis toujours interrogé sur le pourquoi attendre de faire de la philosophie en terminale, qui est quand même une matière qui est évaluée, sanctionnée au bac. C'est le même principe pour les fractions ou les décimales. Si on attend le dernier moment, il y a des chances qu'effectivement, ou des risques, qu'il y ait des élèves qui aient de réelles difficultés vis-à-vis de ces fractions ou de ces décimales. Si en amont, dès le cycle 2 déjà, mais j'ai envie de dire dès la maternelle, parce que quand un enfant manipule des cubes et fait des séparations, des additions, des soustractions, des divisions en manipulation, alors on ne nomme pas, on ne lui fait pas prendre conscience que là, tu es en train de manipuler pour faire tu fais de la soustraction, de la division ou autre. Mais quand il sera en capacité de pouvoir objectiver les choses, de pouvoir comprendre que ce qu'il a manipulé là, ça s'appelle la division, les fractions, les décimales, je peux vous assurer que il sera beaucoup plus en réussite quand vous mettrez, vous, en tant qu'enseignant, enseignante, les mots sur les fractions, sur les décimales. Donc, et je vous rappelle qu'on est dans une logique de cycle, et les parcours que je propose s'inscrivent dans une logique de cycle. Ça veut dire que on est sur le processus d'apprentissage fait de construction, déconstruction, reconstruction.
je travaille avec des neuroscientifiques qui expliquent qu'une notion, pour qu'elle passe d'une mémoire de court terme à une mémoire sur du long terme, il faut à peu près 7 passages dans le cerveau. C'est ce qu'on appelle la règle des 3-1 que j'expose hein, dans l'ouvrage. Cette idée que si on pose, on nomme l'objectif travaillé à la fin de la séance, l'enfant va garder en mémoire cette notion pendant une semaine. Au bout d'une semaine, on va remobiliser la notion. Pas dans la même séance, mais dans une séance qui a besoin de cette notion pour pouvoir avancer. Et là, l'enfant va le garder dans le cerveau à peu près un mois. Au bout d'un mois, il va falloir remobiliser cette notion dans une autre séance, et l'enfant va le garder pendant 3 mois. Au bout de 3 mois, même chose, et il va le garder encore pendant 3 mois. Vous voyez que là, on dépasse une seule année. Donc, si vous êtes dans ce processus de remobilisation de la notion, il y a de grandes chances qu'au bout des 3 ans du cycle, l'élève réussisse un peu mieux, ou comprenne mieux, ou intègre mieux, ou ancre mieux des savoirs, plutôt que de les avoir découverts au dernier moment. Donc ça, c'est l'enjeu justement des parcours de talent, que d'inscrire dans, je raisonne, besoin, dans une logique de cycle et non pas dans une seule logique annuelle. Voilà. Je regarde. Ah oui, alors en plus de différencier les compétences selon différents parcours, s'agit-il de travailler sur un même niveau d'exercice ou est-il possible de graduer également le niveau de difficulté des exercices? Ça veut dire que là, effectivement, on raisonne de nouveau dans une logique d'individualisation, c'est-à-dire qu'on rajoute de la difficulté, enfin, on rajoute des sous-besoins à des besoins déjà identifiés. J'en reviens à l'idée de l'excellence des choses simples. Si déjà on se permet d'identifier les 3 besoins, et ça c'est déjà pas simple. Quand vous faites des évaluations diagnostiques, c'est pas toujours évident de pouvoir apprécier de manière fine les besoins réels des enfants. Donc, d'où l'idée des parcours de talent qui sont évolutifs et souples, hein, tels que je vous les ai montrés, à savoir, on s'autorise aussi à se tromper dans l'évaluation diagnostique. Je pensais que tu avais tel besoin, et je me suis rendu compte, ben non, en fait, tu avais besoin de comprendre plus que de t'entraîner, ou t'avais même pas besoin de t'entraîner et autres. Donc, si vous multipliez au sein du parcours 2 notamment des exercices qui sont eux-mêmes gradués, euh, au final, vous ne répondez, enfin, il y a des risques de développer non pas un seul objectif dans la séance, mais 2, voire 3. Donc, de multiplier des objectifs. Et puis en même temps, l'idée de graduer un exercice dans le parcours 2, l'enjeu c'est quoi? C'est, puisque le parcours 2, c'est s'assurer que les notions sont ancrées. Donc, à mon avis, si l'évaluation diagnostique a montré que d'emblée, l'enfant y arrive très bien, euh, il va pouvoir passer au parcours 3 pour travailler sur une compétence, et je répète, même en mathématiques. En mathématiques, ça peut être certes une trace écrite, mais la trace écrite, c'est pas dire 2 plus 2 égale 4. La trace écrite, c'est pouvoir expliquer avec ces mots, tiens, comment il fait pour qu'à chaque fois, il réussisse à additionner. Donc ça, ça peut être une première approche. On peut aussi le mettre dans une situation de défi, c'est-à-dire de produire des exercices pour ses camarades, effectivement, qui mobilisent justement des compétences bon, où là, vous allez pouvoir apprécier d'abord sa capacité à comprendre de manière fine des objectifs mathématiques et de développer de la maîtrise de la langue, mais de la maîtrise de la langue au service des fondamentaux mathématiques. Donc voilà, il me semble important de ne pas multiplier justement des graduations, parce que là, ça va vous inviter, on va revenir au même problème que j'avais cité et qui fait obstacle à la différenciation, c'est que vous allez être obligé de multiplier les séances en ligne. Je regarde s'il y a d'autres questions.
En CP, j'imagine qu'il faut travailler ce parcours 3 avec eux en début d'année afin qu'ils soient plus à l'aise dans l'explicitation de leur démarche. Moi, j'ai envie de dire non, dans le sens, alors ça va dépendre, ça va dépendre de votre consigne et de vos attentes, mais accepter justement, et notamment en CP, hein, enfin, je ne vous apprends rien dans l'idée de passer par l'encodage pour favoriser le décodage. On peut être sur une démarche transitoire avec la maternelle, euh, celle d'être soit dans un enregistrement sonore de leur propre stratégie. Alors, il y a un outil numérique qui peut être très intéressant, c'est le traducteur vocal, qui fait que les enfants parlent et l'intérêt, c'est qu'ils vont ensuite mesurer l'écart entre ce qu'ils ont dit et la production écrite. Et, euh, et après de se réécouter en disant oula, mais ce que j'ai dit, ou en lisant ensuite ce qui est écrit, par exemple, de dire mais est-ce que ce que j'ai écrit, c'est suffisamment explicite. L'autre démarche où là, l'enseignante intervient, ça va être dans le dernier temps de mutualisation, le dernier temps de mutualisation où l'enseignant va lire ce que les élèves ont pu produire ou encoder et de dire, bon, est-ce que c'est clair ce que je viens de lire? D'où, vous voyez, petit à petit, ce travail d'aller-retour entre l'écart, mesurer l'écart entre leur encodage et le décodage. Bon, voilà, c'est une proposition. Après, si vous voulez en faire un objet, mais on peut aussi faire des parcours de talent en écriture, avec un objet spécifique de production écrite, de production langagière, euh, où là, on va décliner aussi en 3 parcours différents. Un élément qui me semble vraiment important dans le parcours 3, c'est qu'il continue de manipuler. C'est-à-dire que vous leur proposez, j'ai envie de dire, quasiment les mêmes situations que dans le parcours 1, sauf que les élèves du parcours 3 vont manipuler non pas pour construire le sens, non pas pour comprendre, mais pour se regarder en train de faire, pour mieux se décrire et mieux mettre des mots précis sur ce qu'ils sont en train de faire. Je reprends des éléments. Je ne parlais pas du moyen de laisser la trace. Alors, attends. J'ai compté dans ma tête, j'ai réfléchi. Euh, oui, j'ai besoin d'avoir quelques éléments plus précis. Oui, ce sont des phrases qu'ils disent facilement, effectivement. Et alors, l'enjeu, justement, c'est pour ça que je dis que vous pouvez aussi faire des parcours de talent. Vous allez vous saisir des traces écrites ou des propositions écrites des élèves pour en faire un vrai objet, et c'est ce qu'on avait fait avec Kylian, un vrai objet de spécifique de travail autour de la maîtrise de la langue en français, que ce soit orale ou écrite. Donc, de vous saisir véritablement des productions des enfants, et là, le sens, il se livre à lui-même. C'est-à-dire que plutôt que d'aller chercher des traces écrites complètement décontextualisées, là, travailler sur le sens auprès des enfants de à quoi ça sert d'écrire, à quoi ça sert de bien parler. Ben, ça sert à pouvoir s'entendre pour mieux vivre ensemble, pour se donner des rendez-vous, pour se comprendre, pour parler d'une même chose. Et quoi de mieux qu'une trace écrite ou même orale posée et pensée par les élèves pour construire au mieux le sens de ce qu'est l'apprentissage de la maîtrise de la langue, et, qui est spécifique effectivement là à l'école. Donc, effectivement, le travail de nourrir, parce qu'au départ, oui, ces élèves-là vont pouvoir dire, bah oui, comme l'élève tout à l'heure, j'ai pu vous montrer, j'ai pris mon crayon et j'ai tracé. Au départ, ça va être ça. Mais justement, ça veut dire que eux aussi, ces élèves-là du parcours 3, qui ont là où vous avez identifié qu'ils ont réussi, bah, ça veut dire qu'ils ont besoin de travailler cette compétence qui est éminemment compliquée et qui demande beaucoup de temps, celle de produire un discours oral et écrit, oral ou écrit puis oral ou oral puis écrit, de manière la plus cohérente possible. Et ça, c'est un apprentissage. Voilà. Effectivement, ils n'expliquent pas comment ils font. C'est là où vous allez jouer ce rôle
de pouvoir nourrir leur dictionnaire d'images mentales, euh, qui est un des éléments essentiels dès la maternelle, de multiplier le maximum de rencontres concrètes avec des mots. Et là, vous allez jouer votre rôle d'enseignant-d'enseignante en étoffant ce dictionnaire d'images mentales. Parce qu'un enfant n'arrivera jamais à lire un mot dont il n'a pas l'image mentale. Et ça, je l'explique aussi dans l'ouvrage. Bon, bah, écoutez, moi, ce qui va m'intéresser, c'est aussi vos retours, hein, parce que euh, j'ai vraiment à cœur de me nourrir de vos expériences, de vos retours, de vos critiques. Et je me réjouis en tout cas de pouvoir échanger avec vous au maximum. Et n'hésitez surtout pas à me contacter. Vraiment, je conçois mon métier comme une logique d'accompagnement en premier, et puis pour faire en sorte que vous vous épanouissiez tous et chacun dans votre métier. Et vraiment, ce n'est pas de manière démagogique que je vous dis ça, mais c'est de manière profonde et sincère et de tout cœur. En tout cas, merci à vous, et puis au plaisir d'échanger avec vous quand bon vous semblera. Merci.